On va se téléporter au début du XXe siècle, en l'année 1900. Nous sommes à l'ouest des Highlands, en Écosse. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle quelque chose. Alors ça, c'est des conditions de tournage l'une des pires que j'ai eues. Nous sommes sur la petite île d'Elianmore. Une petite église bâtie par un saint irlandais du nom de Flannan domine la nature hostile et sauvage de ce minuscule bout de terre, perdu au milieu des eaux atlantiques. Cette chapelle fut longtemps utilisée comme abri par des bergers venant faire paître leurs troupeaux. Le climat étant pluvieux, les herbes étaient bien grasses et permettaient aux moutons de s'en donner à cœur joie et de faire de bons gueuletons. Cependant, à cause de certaines croyances locales, les bergers repartaient fous avant la tombée du jour, ne se risquant jamais à passer la nuit dans ce lieu réputé comme hanté. Nous ne développerons pas ici les contes et légendes de ce lieu, uniquement les faits. Mais il est tout de même intéressant de savoir que les superstitions demeurent et que certaines personnes de passage viennent encore se prosterner devant la petite église en ruine en guise de rituel. Et tous ces gens font toujours en sorte de repartir avant que le soleil ne se couche. Au-delà de la légende, vous ne trouverez personne à l'époque qui se risquerait à rester une nuit entière sur cette île. Si la réputation mystérieuse de l'île date de bien avant la disparition de ces trois hommes, le temps et la rationalité de notre époque moderne n'ont apparemment pas contribué à l'amoindrir. C'est en 1899 et pour guider de nombreux marins qui naviguaient dans ces eaux très fréquentées que le phare de Flannan fut construit sur l'île d'Elianmore. Depuis la chapelle, rien d'autre n'avait été bâti à cet endroit. Et les bergers, quant à eux, avaient peu à peu déserté l'île, totalement terrorisés à l'idée d'y venir même de jour. Il fut décidé que 3 hommes resteraient sur cette île, en guise de gardiens, afin que chacun d'entre eux, à leur tour, puisse quitter l'île toutes les 6 semaines. Cela permettait à chacun d'entre eux d'avoir 2 semaines de repos consécutives. C'est en ce lendemain de Noël de 1900, le 26 décembre exactement, que le navire Hesperus, conduit par le capitaine James Harvey, se dirige vers l'île d'Elianmore. Son objectif est de procéder au changement des 3 gardiens, une sorte de relève. Joseph Moore est également du voyage, puisque c'est lui qui a été désigné pour prendre le relais. Mais à leur grande surprise, alors que le bateau approche de l'île, la lumière du phare qui est censé les guider pour accoster ne perce pas le ciel noir de l'hiver. Quelque chose est étrange. Intrigué, le capitaine sonne sa corne de brume plusieurs fois. Normalement, qui que vous soyez sur l'île, vous devriez entendre cette corne de brume et sortir pour voir qui s'apprête à accoster. Mais la nuit reste sombre, comme si les ténèbres avaient posé un couvercle sur ces terres immergées. Il tire alors avec son pistolet d'alarme. Mais là, rien du tout. Il n'entendit que le silence et le bruit de la mer qui va et qui vient pour s'écraser sur les rochers. Sans aide et contraints de se débrouiller seuls, les matelots arrivent tout de même à faire accoster le navire. Puis Joseph Moore décide de monter les marches jusqu'au plateau pendant que James l'attend dans le bateau. Les 2 hommes se jettent un regard, percevant dans l'air froid une atmosphère pesante. Ils ne le disent pas, mais ils ont tous les deux à ce moment précis un mauvais pressentiment. Malgré l'étrange sensation qui le tenaille, Joseph gravit les marches rapidement et se dirige vers le phare afin de connaître la raison pour laquelle aucun des 3 gardiens n'est venu à leur rencontre. C'est en arrivant à l'entrée du phare que Joseph va faire la découverte de plusieurs indices étranges. Tout d'abord, lorsqu'il pénètre à l'intérieur du bâtiment, le silence est complet, pas âme qui vive. Dans l'entrée, il n'y a qu'un seul manteau suspendu, les 2 autres vêtements sont manquants. Prudemment, il continue d'avancer, et c'est lorsqu'il se retrouve dans la cuisine que la situation va lui paraître encore plus bizarre. Alors il faut imaginer la situation, vous avez un bateau qui vient accoster pour faire une relève, donc c'est quelque chose de très officiel, c'est pas juste une balade de santé, ou alors une visite touristique. Vous devez remplacer 3 gardiens de phare qui sont censés être là depuis plusieurs semaines. Vous arrivez et le phare reste éteint. Vous visitez le phare et pourtant il n'y a pas âme qui vive. Sur la table de la cuisine, il y a encore les assiettes disposées sur la table, comme si les gardiens étaient en train de manger, lorsqu'un événement les a forcés à se lever et à partir. La nourriture est encore dans les assiettes. Il y a même un plat qui est encore chaud. Il semble donc qu'il se soit passé quelque chose il n'y a pas très longtemps. Une chaise est renversée sur le sol, comme si la personne qui était assise dessus l'avait repoussée violemment, afin de quitter les lieux, comme si un danger soudain l'avait fait fuir, et que la terreur l'avait fait bondir de son siège.
Suspendue au mur, une horloge dont les aiguilles se sont arrêtées de courir a figé le temps dans la pièce. L'atmosphère est pesante, malsaine, comme si une chape de plomb s'était abattue sur le phare. Moore a l'étrange impression d'être le témoin d'un événement inquiétant qui s'est déroulé ici. Le gardien de remplacement continue de fouiller, mais il ne trouve aucune trace qui le mette sur la piste de ses 3 collègues. On se croirait dans une de mes explorations. On arrive dans un lieu, on a l'impression qu'il s'est passé une catastrophe, les trucs sont par terre, il y a encore de la bouffe sur la table. On se dit, il y a un truc de pas normal. Et d'autant plus sur un phare. Parce qu'il faut comprendre que les gardiens de phare, c'est leur boulot, à temps plein. Donc on ne déserte pas son poste, puisque s'il n'y a plus personne pour diriger les bateaux, si le phare est éteint, les bateaux s'échouent sur les rochers, au risque de provoquer des naufrages et toutes les conséquences avec les morts d'hommes, les noyades qui peuvent en survenir. Donc ça n'est pas du tout normal. Moore écrit dans son journal, je cite, « J'ai couru jusqu'au phare. Une fois devant la grille, je l'ai trouvé fermé. Je me suis dirigé vers la porte principale et je l'ai trouvée également fermée. Seule la porte de la cuisine était ouverte dans le salon et les cendres de la cheminée étaient froides. Je suis monté dans les chambres et j'ai trouvé les lits vides, comme s'ils avaient été laissés tôt le matin. Je n'ai pas pris le temps de chercher plus loin car j'ai naturellement compris que quelque chose de grave était arrivé. Il retourne alors au navire afin d'informer le capitaine de ce qui s'est passé, ou en tout cas de ce qu'il a découvert. L'ordre est alors donné de fouiller l'île de fond en comble. Malheureusement, ils ne trouveront rien. Ils doivent se rendre à l'évidence, les 3 hommes ont disparu. Complètement désemparé, Harvey décide donc d'envoyer un télégramme afin d'informer la côte. Thomas Marshall, James Ducat et Donald MacArthur sont portés disparus. Harvey envoie ce message aux autorités. Un terrible accident est arrivé au Flannan. Les pauvres gars ont dû être soufflés sur les falaises ou noyés en essayant de sécuriser une grue ou quelque chose comme ça. La nuit venant, nous ne pouvions pas attendre pour faire quelque chose quant à leur sort. J'ai laissé Moore, MacDonald, Boismaster et 2 marins sur l'île pour que la lumière reste allumée jusqu'à ce que vous preniez d'autres dispositions. C'est Robert Mered qui, quelques jours plus tard, est envoyé sur l'île afin d'enquêter sur la disparition des 3 hommes. En effet, c'est Mered qui a recruté les 3 hommes qui ont disparu. Il avait un certain lien d'amitié avec eux. Il est donc particulièrement impliqué dans cette disparition. Et ça le touche énormément. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Malheureusement, il ne découvrira rien de plus que Moore après son enquête. Si ce n'est qu'il mettra la main sur des journaux de bord, écrits par les disparus eux-mêmes. Et les propos des hommes vont se révéler quelque peu curieux. En date du 12 décembre, le second assistant nommé Thomas Marshall déclare « Il y a des vents sévères et très puissants. Je n'avais jamais rien vu de tel en 20 ans. James reste très calme malgré la situation. Cependant, j'ai surpris William en train de pleurer. Robert reste interloqué. Il connaissait bien ces hommes et ils étaient particulièrement expérimentés et complètement accoutumés à la vie en pleine mer et sur un phare de surcroît, habitués à la rudesse de cette vie et à celle de la vie maritime. Pourquoi William aurait-il pleuré pour une simple tempête? Quelle était la chose qui les préoccupait tant, au point qu'ils se mettent à pleurer? Car à l'époque, un homme qui pleure, ça n'est pas courant. C'étaient des hommes rudes, durs, habitués à des travaux de forçat. Tout cela n'est pas logique. Il y a quelque chose qui cloche. Dans le journal de bord qui date du 13 décembre, il est dit que la tempête faisait toujours rage. Et retenez bien cette date du 13 décembre parce qu'elle va être très importante un peu plus tard. Mered trouve cela de plus en plus incohérent. Pourquoi ces 3 hommes, pourtant dotés d'une solide expérience et à l'abri dans un phare qui surplombe la mer de plus de 35 mètres, prieraient-ils Dieu pour que les vents s'arrêtent? Est-ce que les hommes ne priaient-ils pas pour eux-mêmes, mais plutôt pour les marins qui auraient succombé à des tempêtes, qui auraient été victimes de naufrages? Mais plus étrange encore, les rapports météorologiques de ces jours-là. Selon la météo du continent, le 12, le 13 et le 14 décembre, il n'y a eu aucune tempête sur l'île du phare. Oui, vous avez bien entendu. Le phare était visible du continent, donc s'il y avait eu une tempête, il aurait été facile de la voir, d'autant que le continent lui-même aurait été impliqué. Le temps était clair pendant ces 3 jours. Alors comment se fait-il que dans le journal de bord, il relate une tempête si effroyable que William s'est mis à pleurer et que les autres étaient morts de peur? Une tempête que personne d'autre qu'eux n'ont vue.
La dernière inscription dans le journal est très courte et elle dit seulement « La tempête est terminée, la mer est calme, Dieu est au-dessus de tout ». Que voulait dire celui qui a écrit ces mots? Dieu est au-dessus de tout. S'était-il alors senti menacé et avait-il simplement couché ces mots sur le papier? Comme quelqu'un qui voudrait s'en remettre tout simplement à Dieu ou remettre sa vie entre les mains de Dieu? Cela ne ressemblait pas du tout aux 3 gardiens qu'ils avaient embauchés. Ces mots écrits dans le journal de bord étaient les mots d'hommes qui s'apprêtaient à mourir et qui semblaient prier pour le salut de leur âme. La découverte de ce carnet et de ces étranges phrases ne fait que soulever encore plus d'interrogations. Mered se demande notamment pourquoi, si une si forte tempête s'était abattue ce soir-là, un des 3 hommes est sorti sans son manteau, dans ce froid humide, au milieu d'une tempête, en pleine nuit, au milieu des vents puissants. Ce n'est pas du tout logique. Et puis pourquoi les 3 hommes se sont-ils absentés du phare en même temps? C'est formellement interdit par le règlement. Pour des questions de sécurité, un événement aussi important qu'inhabituel s'était obligatoirement produit pour que des professionnels comme Ducat, Marshall et MacArthur dérogent tous les 3 au règlement. C'est en faisant le tour de l'île que Mered découvre une grosse caisse en bois. La caisse était là, posée sur les rochers, et elle était ouverte. Les cordes qu'elle contient sont toutes dispersées sur la roche humide. Cela paraît étrange. Une idée lui vient alors en tête. Les hommes n'auraient-ils pas essayé de rattraper leur matériel qui avait été emporté par la tempête? Et ne se seraient-ils pas tous les 3 fait emporter par une grosse vague? Ils se seraient tout simplement fait prendre par surprise. Et a priori, ça ne paraît pas irréaliste. Lors d'une tempête, les vents sont très violents. Il y a des lames de fond, des rafales de vent, et on peut tout à fait se faire aspirer par une vague et emporter au large. Malgré tout, cela ne donnait pas la réponse à d'autres questions. Il y avait des incohérences. Si les gardiens étaient morts tous les 3 noyés, emportés par une vague en tentant de récupérer leur matériel, pourquoi aucun des corps n'a été rejeté par la mer? En effet, toutes les personnes qui se sont noyées dans ce secteur ont tous été retrouvées dans les jours qui ont suivi. Les courants dans ce secteur ramènent toujours les objets vers les plages, vers les berges ou vers le phare. Or, aucun des 3 corps n'a jamais été retrouvé. Alors qu'il y en ait 1 sur 3 qui disparaissent complètement. Ok, qu'il y en ait 2 sur 3 éventuellement. Mais que les 3 corps disparaissent en même temps et ne soient jamais ramenés sur les berges, il y a une incohérence. Ces 3 hommes étaient des professionnels. Et là aussi, il paraît étrange qu'ils se soient fait prendre par surprise. Chacun sait, chaque gardien de phare sait, on leur apprend à leur formation, que se positionner dans une tempête proche de l'océan est extrêmement dangereux et qu'à aucun moment les 3 gardiens doivent se retrouver à l'extérieur. Il faut qu'il y en ait toujours au moins un qui reste à l'intérieur afin de éventuellement prévenir les secours. De plus, ils doivent respecter une distance minimum entre le bord de l'océan et la berge, afin de ne pas se faire surprendre justement. Le conseil d'enquête n'était pas convaincu par l'hypothèse de Mered, l'hypothèse de la tempête, la vague qui les emporte par surprise, etc. Parce que cette théorie ne tient pas compte des bulletins météorologiques. Ces bulletins indiquaient qu'aucune tempête n'avait eu lieu dans ce secteur pendant ces 3 jours, et notamment la nuit du 13 décembre. De plus, des témoins affirmèrent qu'ils pouvaient voir le phare depuis l'île voisine et confirmèrent que ce soir-là, il n'y a pas eu de tempête. Bien sûr, comme dans toutes les histoires de disparitions étranges, d'autres théories sont apparues, plus paranormales. On a parlé d'une attaque par le Léviathan, un monstre marin à plusieurs têtes évoqué par la Bible. D'autres croyaient fermement à une intervention extraterrestre, à une abduction, c'est-à-dire un enlèvement. Parce que les mois qui précédèrent cette disparition, des lumières étranges furent observées au-dessus de plusieurs îles de ce secteur, et que des enfants qui rentraient de l'école avaient aperçu, soi-disant, un objet qui flottait au-dessus de la plage, entre la petite île où se trouve le phare et le continent. Nous ne saurons sans doute jamais ce qui est arrivé à Marshall, MacArthur et à Ducat en ce 15 décembre de l'année 1900. Victimes de leur propre imprudence mêlée à des conditions météorologiques peu favorables? Ou bien est-ce que d'autres forces seraient-elles impliquées dans cette affaire? Quoi qu'il en soit, les disparus d'Elianmore marquent par leur absence le mystère qui entoure ce tragique incident. Ça, on en est sûr, on n'aura jamais la réponse à cette histoire. Bon, je vous dirais bien que personnellement, l'attaque du Léviathan, moyen. Ok, on va recadrer. Clac clac, ça devrait le faire là? Oui, ça va le faire. Ok, alors j'ai une première question, une question de Yanis. Salut Yanis.
Yanis qui me dit « Je suis sincèrement désolé de venir t'embêter sur ton Facebook, blablabla. » Non, tu ne m'embêtes pas Yanis, t'inquiète pas. Je vais prendre directement ta question. Il y a eu plusieurs vidéos où tu t'es pratiquement fait chasser ou attaquer par des insectes. N'as-tu jamais imaginé que c'était une entité qui te faisait comprendre qu'il fallait quitter les lieux? Franchement non, parce que lorsque tu es dans la nature, lorsque tu es dans des endroits où la nature a repris ses droits, où c'est très humide, etc., il y a forcément toujours beaucoup d'insectes. Je n'ai pas visité un seul endroit abandonné qui n'ait pas été envahi par les insectes, les araignées, les fourmis et tout ce qu'on veut. Donc trouver des fourmis dans des lieux comme ça n'est pas du tout quelque chose d'anormal. Et je ne crois pas du tout que des fourmis qui me piquent le cul devant une tombe soient simplement le reflet d'un esprit qui voudrait me faire partir. Je dis ça, je le prends à la légère, mais c'est pas contre toi. Hein. Franchement, non, je pense pas du tout que ce soit une origine d'origine paranormale. Voilà, je pense que c'est la nature, tout simplement. Merci Yanis pour ta question. Alors, une question de Colette. Colette qui me dit, petite question personnelle. Que pensent vos proches de vos expériences et sont-ils du genre à essayer de vous faire renoncer? Pour te dire la vérité, Colette, j'ai toujours fait ce que je voulais. Je n'ai jamais vraiment accepté l'autorité en tant que telle, dans le sens où, de toute façon, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, si on me l'interdisait, je le faisais quand même. Donc voilà. Par contre, pour ce qui est des explorations, etc., non. Jamais personne n'a essayé de m'en dissuader, parce que les gens qui me connaissent et ils savent bien que je ne tiendrai absolument pas compte de leur avis. Si j'ai décidé de faire quelque chose, c'est pas de me dire qu'il faut pas que je le fasse qui va me pousser à pas le faire. Voilà, je suis un peu têtu comme une mule, hein, c'est un peu, voilà, je suis un peu comme ça. Mais non, au contraire, ils m'encouragent. En fait, on m'a toujours encouragé, que ce soit mon père quand il était encore vivant, ou même ma mère, on m'a toujours encouragé à faire ce que j'aime. Et donc ça m'a vraiment aidé dans la vie, à pas me trouver un boulot de merde et à rester toute ma vie à faire un boulot de merde que je déteste uniquement pour payer mes factures. Et du coup, j'ai cette chance d'avoir eu cet esprit toujours libre, de me dire ok, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir, et d'avoir toujours le soutien de mes proches. Donc j'ai toujours été soutenu. Je ne me suis jamais entouré de personnes toxiques qui auraient tenté de me dissuader de telle ou telle chose. Même les personnes qui désapprouvent ce que je fais, parce qu'il y en a sûrement, ne me l'ont jamais dit. De toute façon, moi je ne m'entoure que de personnes positives, alors les personnes négatives, je ne les vois jamais de ma vie. Donc voilà, je ne suis pas confronté à ce genre de personnes, parce que je suis beaucoup trop sélectif dans mes relations amicales et plus. Vous savez, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main et demie. Voilà, j'ai peut-être 6 ou 7 personnes au monde qui sont mes amis. Donc j'ai pas de bande de potes. J'ai jamais eu ça, parce que vous avez pu remarquer dans vos vies, hein, j'imagine, à chaque fois qu'on a une bande de potes, il y a toujours des merdes à un moment donné. Parce que forcément, plus vous êtes nombreux, plus il y a des petits clans qui se forment, machin, et puis après ça se tire dans les pattes, ça se critique un jour ou l'autre. Hein. Au début, ça se passe toujours bien, vous remarquerez qu'un jour, c'est toujours la merde. Moi, j'ai toujours fui ce genre de choses. J'ai jamais accepté les gens comme mes amis, comme ça du jour au lendemain. Il faut beaucoup de temps, parfois des années. Donc en fait, j'ai jamais connu des personnes qui essayaient de me dissuader. Les quelques-unes qui ont essayé, notamment une personne de ma famille qui a essayé de me dissuader à l'époque où j'ai voulu monter mon club de Kung-Fu, mon premier club. J'ai dit ok, je quitte mon boulot, je quitte tout, j'habitais dans les Pyrénées, je quitte tout, je rentre à Bordeaux et j'essaie de vivre de mon sport. Et je me suis fait mais alors démolir par cette personne de ma famille en me disant mais oui, tu vas avoir des problèmes d'argent, puis il te faut trouver un boulot, même si t'aimes pas ça, c'est ça qu'il faut faire. Je dis ok, j'ai raccroché, et depuis cette année-là, c'est-à-dire en 2005, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Pour moi, c'est pas compliqué. De faire une croix sur quelqu'un, ça ne me pose aucun souci. À la seconde où je vois qu'une personne n'est pas bonne pour moi, je la zappe direct de ma vie comme si elle avait jamais existé, et sans regret. Je suis long, hein, j'étais beaucoup trop long. Pour répondre à ta question, non. J'ai autour de moi que des gens qui m'encouragent. Merci pour ta question. Allez, on a une question de merde. Alors, on a une jolie question de merde qui... Alors, je suis passé à côté. Franchement, je ne l'ai pas vu. C'est vous, en fait, hein, qui m'avez signalé ça. Plusieurs d'entre vous, même un certain nombre, m'ont dit « Hey David, il y en a un là !» Et puis, il y a certains d'entre vous qui disaient « Ouais, chouette, une question de merde !» Donc maintenant, on est content quand il y a un mauvais commentaire qui arrive parce que ça fait de la matière pour ma rubrique. Eh bien, écoutez plutôt. C'est un commentaire de First Doublette 6911, encore un nom qui veut rien dire.
Il me dit, ah bah il y en a des débiles sur YouTube et tu en es la preuve parfaite. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire sur toi, mon petit First? Alors déjà le mec, on voit qu'il s'emmerde dans la vie, quoi. Après, bon, je sais pas si c'est un mec, c'est peut-être une fille, mais bon, peu importe. Il y a une personne, manifestement, qui s'emmerde dans la vie. Parce que cette personne, non seulement, elle regarde des choses qui lui plaît pas du tout. Ensuite, elle va perdre du temps à écrire un commentaire pour dire que ça lui plaît pas du tout. Et elle va perdre du temps encore à mettre un commentaire et insulter quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, quelqu'un qui ne lui a rien fait du tout. Et vas-y, que je t'insulte, il y a des débiles sur YouTube et tu en es la preuve parfaite. Ça me fait penser vraiment que les gens comme ça, ce sont des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie de concret. Ce sont des gens totalement incapables de regarder les autres dans les yeux, de leur dire « bon ben voilà ce que je pense de toi, tu comprends, blablabla ». Voilà, ça ce sont des gens, mon petit First doublette 6911, si je te croise un jour dans la rue ou n'importe où, je suis bien sûr que jamais de ta vie tu n'oseras venir me regarder en face et me dire « t'es un débile ». Bah déjà parce que t'en prendrais une directe, hein, parce que forcément action-réaction, hein, tu sais, c'est le principe d'Archimède. Hein. Mais mis à part ça, bon, enfin la violence n'est jamais bonne conseillère. Enfin des fois si, ça dépend. Bon, une petite baffe dans la gueule, ça n'a jamais tué personne. Tout ça pour dire que j'aurais quand même un compliment à te faire, mon petit First machin chose, c'est que déjà, tu fais pas de faute d'orthographe, donc c'est bien, t'as un petit peu d'éducation, et je dois dire que c'est encore pire. C'est encore pire, le mec il a une éducation, il paraît un tout petit peu intelligent, on distingue une parcelle de raisonnement, mais malheureusement tu casses tout. Tu casses tout parce que tu pourrais utiliser ce temps que tu as perdu à regarder ma vidéo et ce temps que tu as perdu à écrire ce commentaire à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Je sais pas, peut-être à regarder des vidéos qui t'intéressent. C'est le syndrome du lâche en fait. Le syndrome du lâche, c'est le rageux quoi. Vous savez, c'est le troll. Des gens comme toi. En général, ce sont des gens dans leur vie, ils se font piétiner du matin au soir. Ils nourrissent une espèce de frustration et un complexe d'infériorité. Et pour pouvoir sortir de ça, le meilleur moyen qu'ils ont, c'est de s'enfermer chez eux et puis d'aller défoncer tout ce qui traîne bien caché derrière leur écran. Alors ça, c'est courageux. Écoute, mon petit troll, mon petit rageux, merde. Bah écoute, je vais te faire une proposition, mon petit First machin là. Outre le fait d'être un crétin, un rageux, pardon, c'est pareil. Je te donne rendez-vous le 31 octobre. Ça, c'est concret. Tu peux pas dire que j'ai pas le courage de mes opinions, parce que alors toi, franchement, ça vole bas. Hein. Je te donne rendez-vous le 31 octobre au Salon du Paranormal de Paris. Et tu viens me parler. Voilà. Tu me dis, voilà, je suis le crétin, le troll, First doublette machin chose. Et puis tu me dis, hey, c'est moi qui t'ai traité de débile. Et puis on discute, et puis tu vas pouvoir m'expliquer tes arguments, parce que ça c'est pas un argument, ça sort direct du fond de ton cul, de ta tête, enfin tu m'as compris. Et puis voilà, moi je suis pour le dialogue. Alors rendez-vous est pris, tu viens me voir au Salon du Paranormal, le 31 octobre, à Paris. Je redonnerai les dates, hein, si tu veux, y a pas de souci. Allez, je te fais un bisou sur le cul, et je te dis à bientôt. Ça fait du bien, ça fait du bien. Une bonne question de merde. Écoute mon petit troll, mon petit First, préviens tes copains rageux de venir me mettre plein de commentaires comme ça va me faire une liste pour les prochaines semaines et ça va faire super plaisir à mes abonnés qui ne demandent que ça. Il y en a, ils se lamentent de ne pas avoir de questions de merde. Alors merci d'alimenter cette rubrique qui me fait du baume au cœur. Alors maintenant, je vais redevenir un peu plus sérieux et je vais vous parler d'un courrier que m'a envoyé un abonné. Alors c'est très particulier, j'ai besoin de votre avis, c'est sincère. J'ai déjà posé la question à mes proches, j'ai déjà posé la question à tous mes amis youtubeurs, à mes amis youtubeuses, pour avoir leur avis sur cette question qui me pose problème. Cet abonné m'a écrit un courrier, alors je l'ai pas retrouvé, hein, parce que ça fait plus de 6 mois qu'il m'a envoyé ce courrier, donc il est noyé quelque part dans mes mails. Il me fait une demande très particulière. Alors globalement, il me dit qu'il est atteint d'une maladie incurable et que le pronostic est sombre et qu'il est globalement condamné à plus ou moins moyen terme. Et il me demande si je suis d'accord pour que lui et moi, on établisse un protocole pour que lorsqu'il va mourir, eh bien après sa mort, moi je tente de communiquer avec lui. Et lui, par le protocole qu'on aura mis en place, par l'intermédiaire d'un mot ou des choses comme ça, que je puisse tenter de retrouver ce mot à travers mes captations pour trouver la preuve de l'existence de l'au-delà, etc. Je ne sais pas si vous saisissez l'idée. Ça m'a beaucoup perturbé, cette demande, parce que c'est pas commun. Et je me suis dit, non, enfin,
Voilà, j'ai pas donné suite au courrier, j'ai pas répondu ni rien. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai l'impression que ce genre de vidéo pourrait porter préjudice à ma chaîne. Peut-être pas. Je me trompe peut-être, mais voilà comment je le ressens. J'aurais l'impression de faire quelque chose d'immoral, me servir du décès de quelqu'un pour essayer de le contacter par la suite. Alors même que c'est à sa demande, hein, je précise, hein, c'est lui qui me propose cela. Il m'a proposé de le rencontrer afin que je puisse constater qu'il est sain de corps et d'esprit et que c'est une demande tout à fait objective. Et lui-même est passionné par le paranormal, il est abonné à la chaîne depuis longtemps et il voulait, entre guillemets, me faire ce cadeau ou en tout cas faire ça pour moi. Enfin, je sais quelle image je veux donner à ma chaîne. Je veux donner l'image d'une chaîne où on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, voire même parfois en déconnant un peu. Et j'ai l'impression que ce genre de vidéo ne collerait pas avec mon style de vidéo. Je pense que vous me suivez là. Et je me dis que je ne sais pas comment je pourrais profiter de ça, faire des vues, gagner des sous avec ce genre de vidéo sur la mort de quelqu'un. Je ne sais pas, ça me pose problème en fait. La réponse, enfin lorsque j'ai posé la question à mes proches et à mes amis youtubeurs, ils m'ont tous dit la même chose. Pour eux, ils ne pensent pas que ce soit incompatible parce que ça reste dans la droite ligne de ce que je recherche. Lorsqu'une personne nous propose son aide, et de dire, bah, écoute, moi, quand je serai parti, je suis tout à fait disposé à te contacter si je peux le faire. Et je voudrais te contacter et je ferai tout pour te contacter toi. Et moi, ça m'a beaucoup perturbé. Je ne sais pas comment prendre cette demande. Maintenant, j'ai besoin de l'avis de ma communauté qui est les principaux intéressés, puisque si une chose comme ça devait se faire sur ma chaîne, évidemment que vous serez les premiers à voir la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, sans aucun tabou, dites-moi ce que vous pensez, si c'est scandaleux, si pour vous ce serait oui sans problème, ou si ce serait non. Je ne suis pas du genre à aller dans une maison de retraite, vous savez, et dire « Hey les gars, il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait mourir parce que j'ai une expérience à faire ?» Non. Je ne vois pas du tout faire ça. J'arrête là-dessus, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis perturbé, j'ai besoin de vos lumières. Voilà. Je vous laisse un petit extrait de ma vidéo de samedi. Ça a été un moment pas super agréable. Après coup, j'ai adoré, bien sûr, mais franchement, cette baraque me fout les jetons. Oh! Putain! Y a quelqu'un? Je vais devoir me barrer en courant et je vais oublier mon matos. Donc je vais positionner la caméra comme tout à l'heure et je vais me servir de la porte. Voilà, je vous fais un bisou, je vous laisse, à bientôt. Ciao, à samedi, bye.